petite fille, j'étais très sérieuse. J'ai pas eu vraiment une enfance de petite fille, alors donc je rêvais d'être une vraie petite fille, faire des choses que font les petites filles, jouer quand je veux, avec qui je veux, voilà. Parce que j'ai été tout de suite, très sérieuse, trop sérieuse, une petite fille qui console sa mère tout le temps. Donc voilà. J'ai tout de suite voulu être professeure. J'ai tout de suite voulu m'occuper des autres. Ça, c'est m'occuper des autres, c'était important pour moi. Et je voulais être magistrat pour enfants. C'est un parcours, je dirais, très classique. Donc, comme je vous ai dit auparavant, un bac, attention, dans ma famille, il ne fallait pas de bac au rabais, c'est-à-dire pas aller au rattrapage. Donc un bac avec mention bien, ensuite faire les prépas pour aller viser les grandes écoles, donc je suis allée jusqu'en maîtrise. Et après ma maîtrise, je me suis dit, bon, ben, j'en ai marre des études, je suis allée faire une école d'hôtesse. Ça, c'était simplement pour me distraire. Et par la suite, j'ai dit, non, il faut quand même que je revienne aux études, comme me disait ma mère, que tu fasses quelque chose de sérieux. Mais en même temps, je revois encore ces conversations avec elle. Faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire, il fallait avoir un métier. Certes, elle pensait au mariage, des enfants, etc. Mais il fallait avant tout avoir un métier, parce que ma mère, très vite, elle a travaillé. Et elle me disait, il faut avoir gagné avoir ton propre argent, gagner ta vie. Ah non, s'épanouir au foyer, là non. Pas du tout, parce que j'ai fait une maîtrise et le thème de ma maîtrise, c'était la femme et ses prisons. Très vite, j'ai été féministe et les prisons de la femme, c'était en numéro 1, ça a fait bondir mon professeur de maîtrise, c'était la maternité. Déjà, on est voué à faire des enfants, sinon on n'était pas une femme. La maternité, élever des enfants, être là pour son mari, etc. Pour moi, tout ceci ne correspondait pas à une femme et être épanouie, c'était pas là-dedans que j'allais m'épanouir. Alors, je suis devenue encore plus rebelle. Sous un jour je dirais toujours, très sérieux, très conformiste et tout. À ma culture, j'ai une double culture au départ, parce que la culture après, elle est double, elle est triple. Je suis née à Pointe-à-Pitre, je suis une Guadeloupéenne, mais comme j'ai dit, j'en suis pas restée là. Très vite, à travers mes lectures, à travers les lectures que me faisait ma maman, tout de suite. Et quand je suis arrivée à Paris, on a commencé à me dire « mais tu viens d'où ?» Alors je me suis dit le « où ?» Alors le « où » pour eux, bien sûr, c'était l'Afrique. Après, je me suis... Après, c'était même, on m'a parlé « Ah, ben tu es d'Haïti ?» Ah, ben je suis allée voir où était situé Haïti. Et la culture, au départ, guadeloupéenne, strictement guadeloupéenne, arrivée ici, je dirais, le bon côté de la chose, ce n'était pas seulement d'être pour moi assimilé, au contraire, c'était d'aller voir ce qui se passait dans d'autres cultures. Et donc, j'étais bien dans ma peau, n'en déplaise aux autres, mais ce qui m'intéressait le plus, c'est d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et j'ai commencé à voyager très tôt. Ça a été un obstacle, je dirais, très longtemps. Et il a fallu que, justement, que je combatte ces obstacles-là. Parce que dès ma tendre enfance,
j'ai su qu'il y avait quelque chose qui posait problème. Parce que j'avais une sœur de 2 ans, qui avait 2 ans de moins que moi. Et mon père étant ce qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours un mulâtre, ma mère une vraie négresse, et ma mère se promenait avec 2 enfants. Une qui avait des boucles, qui était là, comment dire, ah, en belle petite fille, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et moi, ah ben, elle est gentille, oh, elle a quand même beaucoup de cheveux. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose. Et donc, je faisais tout le contraire. Je me mettais pieds nus, j'enlevais les rubans, vraiment. Et quand je suis arrivée à Paris, ben là, même chose. On était dans la même école et on disait, oh ben oui, mais oh, tes cheveux, on voulait toucher à mes cheveux. Bon, bah, ah ben, t'as une couleur différente que la couleur de ta sœur. Je disais, bon, il y a un problème quelque part. Et tout de suite, je me suis dit, ben, j'irai dans ce sens-là, chercher tout ce qui me valorisait, mais dans ma couleur, dans ma culture. Je me souviens, j'avais même... bon, on avait une servante, comme beaucoup de gens. On est venu avec à Paris. Et qui me disait toujours ah ben toi, ben vraiment une vraie petite négresse. Et donc je suis toujours restée à me dire ben la négresse, ben elle vous emmerde. Et la négresse restera vraiment, et on cherchera tout ce qu'il y a de bien dans cette négresse. Et puis voilà, c'est ainsi que ça m'a forgé le caractère. Mais je n'étais pas au bout de mes peines, parce que par rapport à mon orientation scolaire, quand j'ai mis après la 3e, j'ai choisi, il fallait mettre 3 lycées, j'ai choisi les meilleurs lycées de Paris, et que mon professeur principal m'a dit, non mais, oh ben dis donc, vous avez des ambitions. Après, bah, comme je vous ai dit, mon bac, le meilleur lycée aussi pour faire ma prépa. Et puis, donc, j'ai dit, ben, si à travers les études, je pouvais justement montrer que la petite fille noire pouvait faire quelque chose, pouvait être la meilleure de la classe, ah ben, donc, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Et c'est ainsi que je suis allée à me faire un plan de carrière. Je suis devenue prof et j'ai dit, bon, ben, je serai chef d'établissement. Et je suis devenue chef d'établissement. Mais ce qui se passait jusqu'à encore récemment, quelquefois, ben, je suis dans mon bureau, il y a des parents avec ça, je suis dans l'enseignement privé, catholique. Et quand j'ouvre ma porte, on voit bien le nom, la directrice, et on me dit, oui, ben, je voudrais parler à la directrice. Et je dis, ah ben oui, ben c'est moi. Et là, il arrive comme il dit, oh ben, je suis désolée, je pensais que vous travailliez dans les services administratifs. Et il m'est arrivé de dire, et pourquoi pas la cantine? Forcément. Donc, j'ai su, je pense que ça m'a donné beaucoup de force. Mais en même temps, j'ai élevé mes enfants en leur disant que, une fois je me suis fâchée, j'ai dit, mais non, le professeur de mon fils me dit, oh oui, mais il a encore sous le pied, il peut encore faire plus. Et j'ai dit, pourquoi? Ben pour son orientation. J'ai dit, mais il est déjà presque au maximum, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse plus? Et de là, je suis rentrée, j'ai dit à mes enfants, vous, comme d'habitude, vous travaillez. Je veux bien sûr que vous soyez dans les premiers, mais hors de question de faire 2 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire 2 fois plus? Pour montrer que donc, je suis noire, je dois faire 2 fois plus que ma voisine pour atteindre le même objectif
Il n'en était pas question chez moi. Chez moi, par contre, il fallait bosser, mais pas faire 2 fois plus. Et ni non plus de me dire, dans l'autre extrême, dire « Ah bah oui, j'ai une mauvaise note, c'est parce que le prof m'aime pas, parce que je suis noire. » Ça, mes enfants ne me disaient jamais ça. Je dis « Ah non, non, ça c'est toi qui le dis. Tu bosses, si tu as révisé, si tu as appris correctement, bah, tu dois réussir. » Donc ça m'a forgé le caractère. Et l'autre anecdote, c'était que j'avais souffert du fait, quand je suis arrivée à Paris, bon, ben, j'étais une grande littéraire, alors qu'arrivaient les contrôles de maths, quelquefois, ma mère me surprenait en train de pleurer. Et une fois, elle m'a dit, et pas qu'une fois, plusieurs fois, elle m'a dit, écoute, de toutes les manières, je voudrais savoir, il faut qu'on fasse quelque chose, ou je vais travailler plus pour que tu puisses avoir des cours de maths, ou toi aussi, tu vas travailler vraiment, il ne faut pas lâcher. Parce qu'elle me disait, tu sais, tu es une fille, tu es noire, tu n'as pas de père, donc il est hors de question que tu te mettes à pleurer. Et ça, donc l'instant d'après, je revoyais les calculs, elle appelait quelqu'un, il fallait réussir. Parce que tout était fait pour, je disais, tout allait en ma défaveur. Et c'était pas possible. Ah, je suis décoratrice en art de la table. C'est une véritable passion. Je fais des ateliers, bien sûr, quand on vient déjeuner chez moi ou même prendre le thé. Il faut absolument que tout soit parfait, que je réfléchisse à la table qui va être mise. Et je suis justement en train d'écrire un livre sur les tables d'Isor à travers les saisons. Mais ce livre, ce n'est pas simplement un livre qui fait part de ma passion, qui va vous permettre éventuellement de vous donner des idées. Ce livre a aussi, il y a quelque chose qui rappelle un peu toujours, je reviens à notre culture, à l'art de recevoir chez nous, à pourquoi on dit beaucoup que nous aimons bien recevoir les gens, la bonne hospitalité des Antillais. Et là, je suis allée un petit peu plus loin, savoir pourquoi, savoir comment on faisait auparavant, parler aussi des ustensiles de la table. Ce livre aussi, c'est permettre aussi de transmettre. Parce que s'il y a un mot qui est important à travers tout mon parcours, c'est la transmission. Mes enfants sont nés ici, mais ils connaissent beaucoup de leur culture. Et je veux leur transmettre ce que je sais, ce que j'ai pu comprendre de ma culture. Est-ce qu'on dit aussi mes cultures? Parce que je suis d'abord une Guadeloupéenne, mais je suis une Antillaise, je suis une Caribéenne, et je suis plus que cela. Si on regarde un petit peu mon arbre généalogique, et transmettre à travers ma passion est important. Quand je dresse une table, dresser une table, c'est une histoire à chaque fois. Alors, c'est très important. C'est une passion qui fait partie de ma personnalité. La valorisation de la femme, en fait, hélas pour elle, elle a toujours été au fourneau. Et à être au fourneau, c'est sous tous les points de vue, quoi. Parce qu'on n'a pas eu besoin ni de la télé, ni des émissions. D'ailleurs, Top Chef, il y a un F, il n'y a pas deux FE. On n'a pas eu besoin d'attendre ces émissions-là.
au départ, ce sont que des hommes qui sont dans le jury, qui étaient dans le jury. On n'a pas eu besoin de ces émissions-là pour être valorisés. Souvent, la femme, et je me répète, était surtout la femme de chez nous, les femmes de chez nous, ont toujours été au fourneau. Et ça, depuis l'esclavage, d'où nos familles matrifocales et matriarcales de nos jours. Parce que quand on avait vendu, le maître avait vendu votre mari, ah bah, il fallait justement être maître maître et maîtresse, père et mère, et à la maison. Donc, on ne les valorisait pas, mais elle, comme je dis, on a beau dire, c'est la femme qui commande hein, chez nous. Hein. Voilà. Et j'adore l'expression aller à Setao ou tourner à Setao. Et ça prend tout son sens pour moi qui ne parlais pas créole et tout. Mais quand j'ai appris cette expression, alors là, je me suis dit, ah ben voilà, je comprends tout. La résilience. La résilience. Parce que ce que je suis, c'est grâce à vraiment une grande résilience. Depuis mon enfance, j'ai vécu quelque chose d'un peu difficile. Et pour survivre, que j'ai complètement occulté, et pour survivre, il a fallu que j'ai cette forme, que je vive avec cette résilience. Et c'est ce qui a fait ma force. Et cette résilience, c'est vraiment un mot, je dirais, très, très important. Même en venant ici, je disais, mais tiens, s'il y a un mot important pour moi, je disais, ah ben oui, résilience, parce que les femmes, ce mot est important pour eux. Nous, les femmes, s'il n'y avait pas de résilience, surtout toutes les femmes, celles qui sont ici, celles qui sont autour de vous, autour de moi, s'il n'y avait pas de résilience, on ne pourrait pas survivre. Et résilience commence avec un R comme roots. Roots, nos racines. Avec tout ce que nous avons vécu, s'il n'y avait pas eu de résilience, ben, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu sauver notre culture. On ne saurait pas, si on ne sait pas d'où on vient. Et si on ne fait pas, il faut savoir d'où on vient. Si on ne fait pas, il n'y a pas cette résilience, on ne pourra pas élever nos enfants et on ne pourra pas aller plus loin. On n'aurait pas pu non plus. Donc, ce mot est important pour moi, personnellement, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai vécu. Mais ce mot est important aussi pour nous les femmes. Et plus que les femmes, les hommes de chez nous. Alors moi, je dis, ne rien lâcher. Il faut absolument que les femmes d'aujourd'hui ne lâchent rien. Il ne faut pas croire qu'on a déjà atteint le sommet parce qu'on nous permet d'exercer tous les métiers que les hommes exercent. Non, il y a, à travers beaucoup d'autres petits aspects, des choses qu'on ne peut même pas soupçonner quelquefois. Il y a encore de quoi faire. Et je dirais tout d'abord dans l'éducation des filles. Donc maintenant, vous avez une fille, vous avez un garçon, ah ben, il ne faut absolument pas genrer ce qu'il faut faire à la maison. Ben, le garçon peut tout aussi bien aller faire les courses et la vaisselle que la fille. Et il faut justement, c'est dès le départ, que dans la façon dont les filles, les futures femmes vont élever leurs enfants, elles vont transmettre ce savoir-faire qui est de les élever de la même façon, ne serait-ce qu'à travers les tâches ménagères. Je voudrais qu'on retienne de moi la capacité à être à l'écoute. L'autre est important pour moi. Il faut absolument, que ce soit dans la rue,
sur mon lieu de travail, quel que soit l'endroit, si quelqu'un a besoin de me parler, ben j'écoute. J'écoute. Il faut absolument, ce qu'on ne nous apprend pas suffisamment, à écouter. Et à écouter. Quelquefois, il y a des gens qui vous parlent, qui auraient besoin justement que vous les écoutiez. Mais la vie, le quotidien fait que, oh bon, vous commencez et puis bon, vous zappez très vite. Bien sûr que c'est très, très prenant, mais il faut le faire. Et donc, j'aimerais qu'on dise de moi, elle aimait bien écouter les autres. Mais pas seulement les écouter de façon passive, non. Il faut les écouter et essayer de comprendre pourquoi, essayer d'apporter, pourquoi pas, une toute petite, un réconfort. C'est pas moi qui vais apporter toutes les solutions, mais au moins que quelqu'un m'a rencontré, j'ai parlé avec cette personne, nous avons échangé, mais j'aimerais que, lorsque, après notre séparation, que cette personne se dise « Ah ben oui, ben ça m'a fait du bien de lui parler ». Parce que de la même façon, c'est aussi réciproque. Je peux rencontrer des gens et à la fin de la journée, je me dis « Bah oui, ah ben oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de parler à cette personne, d'échanger ». Et je dis bien échanger. Une belle dame, c'est une dame qui est justement très altruiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là pour échanger, pour être à l'écoute d'elle-même. Une belle dame, c'est aussi, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Et pour moi, c'est une belle dame qui prend soin d'elle pour pouvoir s'occuper de l'autre, des autres. Donc, et je me disais aussi, parce que j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici, je me disais, on parle bien des belles dames. Nous sommes toutes des belles dames. Et il faut justement qu'on se le dise, que ça ne soit pas par... je ne sais pas, moi, avec un sentiment de supériorité, se dire « Ah ben oui, ben, je suis une belle personne ». Mais si, il faut apprendre à s'aimer. Et il y a beaucoup de belles dames. Et vous en rencontrez beaucoup. Et vous avez bien de la chance.